Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de votre intérêt. Nous accueillons ce matin le directeur exécutif de l'UCLBP, M. Harry Adam. Avec notre invité ce matin, on va revenir sur la mission de cette nouvelle structure. Je dis bien nouvelle structure puisque quand même, avant le 12 janvier, on n'avait pas il n'y avait pas de l'UCLBP dans le pays. Qu'est-ce qui a été fait? Quelle est la mission? Quels sont donc les chantiers qui sont donc à la charge de l'UCLBP? Autant de questions qu'on aura donc à aborder avec notre invité ce matin. Bonjour Monsieur Adam, merci d'accepter d'être avec nous ce matin, évidemment à la veille de la date commémorative de l'anniversaire du séisme de janvier 2010. Bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell et bonjour aux auditeurs de Radio Métropole. C'est vraiment un plaisir d'être avec toi et sur le point et partager avec nos auditeurs, partager un peu avec la population des informations concernant les activités de l'UCLBP. Si vous le permettez, Monsieur Adam, on va rapidement signaler cette attaque terroriste, selon le président Hollande, qui a été donc perpétrée aujourd'hui en France. Vous en avez entendu parler? Oui, j'ai suivi, mais vraiment avec beaucoup de peine, cette information. Et je regardais à la télévision, on en est à une douzaine de morts et quelques blessés graves. Dont des journalistes, et des policiers. Dont des journalistes et des policiers, vous l'avez bien dit. Donc c'est un attentat perpétré à Paris, dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, par des hommes cagoulés, et lourdement armés. L'attaque a fait au moins 12 morts. Et c'est le bilan le plus meurtrier d'un attentat depuis au moins 40 ans en France. Donc c'est la consternation aujourd'hui en France, dans plusieurs secteurs. Et selon des témoins, les agresseurs ont crié « Nous avons vengé le prophète ». Donc ceci dit, c'est une attaque terroriste. Alors sympathie aux journalistes, aux confrères de... Oui, absolument, absolument. Et vraiment, on est désolé, même très consterné par cet attentat-là. Il est temps que ça s'arrête. Oui, alors rapidement, il faut rappeler aussi que le président Hollande a affirmé aujourd'hui que c'est un acte barbare qui ne saura jamais éteindre la liberté de la presse. Nous sommes un pays uni qui saura réagir et faire bloc. Donc c'est la déclaration de François Hollande qui qualifie d'emblée cette attaque de terroriste. Alors, revenons à nos moutons. Et nos moutons, c'est le 12 janvier, bientôt. Et cette catastrophe qui a endeuillé des centaines de milliers de familles en 2010. Et nous avons une entité qui s'appelle UCLBP, mise sur pied par le gouvernement de Martelly. Le gouvernement de Martelly, tout de suite après son arrivée au pouvoir, et on a déjà été installé lors du passage du Premier ministre Koning, et avec une mission qui est d'abord de relocaliser nos concitoyens qui vivent et qui vivaient encore sur les tentes. Et nous avons aussi une autre mission qui est de reconstruire les bâtiments publics tombés après le tremblement de terre. Et puis, parallèlement, la question du logement, puisque le tremblement de terre a mis à nu ce déficit important de logement que nous avons. Et donc, le gouvernement nous a demandé d'avoir une réflexion sur la question du logement et de leur faire une proposition de politique nationale de logement, ce qui a été fait, et de conduire aussi certains projets et d'assurer aussi la coordination des interventions qui se faisaient un peu partout à travers le pays par nos partenaires qui pensaient apporter ou qui ont apporté une solution de logement à nos concitoyens qui vivaient dans des conditions, on va dire, infrahumaines et après le passage du tremblement de terre. OK. Alors, replaçons l'émission dans le contexte du 12 janvier prochain et dans le contexte d'une conférence
que l'UCLPB entend organiser, c'est la deuxième conférence sur la conception parasismique des structures. C'est ça, cette conférence doit se tenir avant la fin de cette semaine. C'est ça, le vendredi et le samedi de cette semaine. Et c'est la deuxième fois que nous organisons cette conférence. Et nous avons la conviction qu'il est important d'avoir une activité pareille. Et autant que possible, parce que le réflexe n'est pas encore dans la population. On n'a pas encore senti que l'application des normes et le respect des codes qui ont été proposés par le ministère des Travaux publics est rentré dans nos mœurs. Et donc, il est important, à cette occasion, à notre avis, à l'UCLBP, d'avoir un regard sur nos réalisations et de faire bénéficier nos professionnels de l'expertise de professionnels haïtiens et étrangers qui sont nos partenaires et qui peuvent travailler avec eux sur la conception parasismique des structures. Okay. Évidemment, on va en parler peut-être après à la deuxième partie de l'émission. Maintenant, parlons de l'UCLBP. Et on a le ministère des Travaux publics, et on avait aussi, on a encore le CNE. Pourquoi a-t-on estimé important de créer l'UCLBP? Eh bien voilà. Il n'y a pas eu de duplication Absolument, absolument pas. Et il faut comprendre que l'UCLBP a été mis sur pied d'abord avec une mission bien précise, de s'occuper de nos concitoyens qui vivaient sur les tentes. Et ça, c'est une première partie de sa mission. Et cette mission était remplie uniquement par nos partenaires internationaux, des ONG qui travaillaient avec nous. Et il n'y avait aucun leadership haïtien. Et donc, il fallait absolument que nous reprenions cette question en main. À côté de tout cela, il y a la question du logement. Et nous n'avons comme institution qui ait un regard sur ce secteur que le PPLS. Et nous avons aussi, lors d'une brève évaluation, compris que le PPLS avait besoin d'être renforcé et ne pouvait pas prendre en main, assurer cette coordination de tous ces intervenants qui nous construisaient un peu partout à travers la ville, des petits shelters qui étaient des solutions d'urgence, mais pas basées sur une réflexion profonde. Donc il fallait que le gouvernement ait cette réflexion et propose à la nation une politique nationale de logement. De notre côté, il y avait aussi les bâtiments publics. On a compris qu'il y avait plus d'une quarantaine de bâtiments publics qui sont tombés et il fallait remettre nos fonctionnaires au travail dans de meilleures conditions. Il faut que je vous dise que jusqu'à présent, ils travaillent encore dans des conditions, moi je dirais, déplorables. Il y en a qui sont encore sur les tentes. Et donc, il était important que nous regardions comment on allait entreprendre la reconstruction. Aujourd'hui, il y a combien de chantiers qui sont sous la supervision de l'UCLBP? Je vais reprendre un peu dès le début parce qu'il fallait, avant de commencer à construire, réfléchir, comprendre qu'est-ce que nous allons construire, dans le cadre de quel plan. Et donc, on a fait ce travail. Nous avons un plan masse, nous avons une option, c'est l'option d'avoir une cité administrative le long de la route du Champ de Mars. Nous avons un plan masse, nous avons des règles qui devraient permettre aux différents intervenants dans cette cité administrative de pouvoir construire leur bâtiment. Et nous avons même entrepris l'étude des deux routes principales qui vont constituer la cité administrative. Je veux parler de la route du Champ de Mars et de la rue, je m'excuse, Monseigneur Guillaume. Maintenant, nous avons démarré avec ce plan Mars-là la construction de certains chantiers. Et tout le monde connaît, et ça se voit maintenant, et que le ministère de l'Intérieur a avancé. On est à un peu plus de 90% d'avancement en termes de grosses œuvres. En termes de grosses œuvres, il reste la finition à aborder maintenant. Là, on est dans quel quartier? On est juste en face du palais, et à l'endroit où se trouvait la DGI. OK, ce sera le ministère de l'Intérieur. Okay. Ouais, c'est ça. 90%, vous avez dit? D'avancement de grosses œuvres. Okay. De grosses œuvres. Et c'est à peu près le même pourcentage d'avancement pour le ministère du Commerce et de l'Industrie. On est à côté des pompiers, au dos du Palais national. Et ces deux projets avancent, je dirais, à notre satisfaction en termes de grosses œuvres. Maintenant, il va falloir aborder la question des finitions. Et nous avons aussi implanté et nous avons commencé la construction du ministère des Affaires étrangères et du Parlement. Deux autres projets qui... Affaires étrangères, c'est au bas de la ville. Au bas de la ville. C'est à l'ancienne adresse ou... À l'ancienne adresse. À l'ancienne adresse. Et le Parlement.
Ces deux projets sont à un pourcentage d'avancement vraiment, on va dire, plutôt inquiétant dans un certain sens, puisqu'on les a commencés depuis quelque temps. On est à 15% d'avancement. Mais il faut comprendre qu'on est en train de construire vraiment au bas de la ville, près de la mer. Et quand on considère la carte des risques qui nous a été proposés, quand on prend en compte tous les aléas sismiques, et on est en train de reprendre encore des études pour nous assurer que ces bâtiments soient construits suivant les règles de l'art et en respectant le code produit par le ministère des Travaux publics. Et donc, c'est des chantiers qui avancent relativement lentement. OK. Donc, combien au total? 7. 7. Alors, sur les 7, je précise pour vous, quand je dis 7, je dis des bâtiments publics, pas forcément des bâtiments administratifs. Je vais ajouter à cette liste-là. La différence? Un bâtiment public, c'est un bâtiment qui accueille le public et qui n'est pas forcément un bâtiment administratif dans le sens où on le comprend dans le langage courant, ce n'est pas forcément un ministère. Je vais vous citer par exemple le bâtiment des CIMO, qui est le corps d'intervention de la police, qui est terminé complètement à 95%. On attend l'ameublement pour pouvoir aménager et procéder à son inauguration. Et les meubles sont en commande. Et il y a aussi la villa d'accueil, qui est pratiquement la villa où il y avait les bureaux de la primature, qui se trouve maintenant au bicentenaire. Cette villa a été reconstruite à l'identique, démolie et reconstruite à l'identique, pour pouvoir accueillir les hauts dignitaires. On ne va plus faire de bâtiment. C'est un bâtiment qui a une valeur architecturale énorme. Et certains pensaient même qu'elle faisait partie du patrimoine national. Et on a estimé qu'elle ne pouvait pas, sur le plan sécuritaire, être réparée. Et donc, on a pris l'option de la démolir et de la reconstruire complètement. Donc, c'est ce qui a été fait? C'est ce qui a été fait. Avec la même structure, la même architecture? La même architecture. Tout est repris à l'identique. OK. Et pour accueillir à nouveau la primature ou pas? Non. Pour accueillir les hauts dignitaires, les gens qui nous visiteraient, qui n'est pas à forcément louer des suites dans un grand hôtel de la capitale. Il est vrai qu'un gros effort a été fait dans ce sens et que maintenant nous avons des hôtels capables d'accueillir des délégations. Mais quand même, certains dignitaires, et je pense que le gouvernement mettrait ce local à leur disposition. Le montant est consenti pour ces investissements. Ces investissements, oui. Je vais un peu aller dans le détail avec vous. Les ministères, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Commerce, le ministère des Affaires étrangères, ce sont des projets d'environ 15 millions de dollars. Chacun? Chacun. Et on va mettre 2 millions de dollars pour l'ameublement aussi. Le Parlement, c'est un projet qui va coûter à l'État haïtien 33 millions de dollars et pour lesquels les ressources sont disponibles. Ils proviennent de l'allègement de la dette. Et la villa d'accueil, c'est un projet d'environ 4 millions de dollars. Et nous avons le CIMO aussi, qui est un peu plus de 2 millions de dollars. Et le Palais national? Le Palais national, cette question revient toujours. Et ça a été un choix du président de la République. Et on l'a amené sur le tapis à plusieurs occasions, mais son option est la suivante, et nous la comprenons très bien. Et c'est qu'il ne va pas attaquer un projet de reconstruction du Palais national, qui c'est un projet qui va être budgétivore dans la mesure où on va reconstruire un palais qui va être la fierté de la population. Le palais a un côté très symbolique et avoir en même temps des gens qui vivent encore sur les tentes. Nous avons environ 70 000 personnes qui vivent encore sur les tentes. Nous sommes à la recherche de ressources pour pouvoir les relocaliser, les reloger. 70 000, vous avez dit? 70 000, oui. On était à 1 500 000. Et à l'UCLBP... Vous savez qu'on conteste ce chiffre, on dit qu'il n'y avait pas tout cela. Enfin bon, c'est les informations officielles. Hein, et on était à 1 500 000 personnes vivant sous les tentes. Et nous pouvons les vérifier, moi je pense, parce que nous avons une base de données qui est tenue par l'OIM et qui suit, et je vais dire avec précision, l'évolution de nos camps. Et donc, on a ces informations qui nous arrivent. On va revenir notamment pour parler du travail effectué par... le projet 16-6, qui fait partie de l'UCLBP. Enfin, c'est un projet qui a démarré, et même avant la création de l'UCLBP, mais qui a été intégré à l'UCLBP sous la direction de relocalisation et de réhabilitation de quartiers précaires, puisque c'est l'un des axes de nos interventions. Et c'est ce projet qui avait la responsabilité. Et c'est dans le cadre de ce projet qu'on avait développé des méthodologies et qui avait la responsabilité de relocaliser les gens, de réhabiliter les quartiers aussi. Justement, on va revenir, ingénieur, pour parler des quartiers
réhabilité, pour parler de la relocalisation, et du 16-6 en général, et aussi de la conférence internationale sur la conception parasismique et des structures. Ce sera tout de suite après la pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le directeur exécutif de l'UCLBP, l'ingénieur Harry Adam, est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, avec Titoni, en gros en détail, et bon prix, en gros en détail, et puis c'est produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, et puis c'est Gaï Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Bob Jwen marché Titoni, dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ingénieur Harry Adam, directeur exécutif de l'UCLBP. Et avant de continuer, je voulais revenir sur ce qui s'est passé en France. 12 morts, au moins 12 morts, dont 2 policiers, lors d'une attaque perpétrée à Paris, dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, par 2 hommes cagoulés et lourdement armés, aujourd'hui dans le 11e en France. Monsieur Adam, nous t'avons parlé de ça, UCLBP a fait. Il y a un auditeur qui est en cours et demande quelques questions, tant que politique qui est pour monde qui était habité, par exemple, dans certains quartiers, notamment Paco, Boisverna, Turjo, qui était un caillou qui crasé, etc. Est-ce que nous comptons penser pour monde ça? On dit ça rapidement. Très rapidement, oui. Mais il est important que nous prenions parler de ça quand même, parce que gagner, quand on pense dans la population, et que l'État est prêt à prendre en charge la reconstruction totale
pays. Il faut nous comprendre que on veut, et il était capable très intéressant si nous avons moyen. Mais l'État n'a vu quand même dans le pays, et tout le monde connaît que Haïti, c'est quand même un pays très pauvre. Il faut nous connaître ça. Nous avons un paquet d'efforts pour nous faire sur le plan économique. Mais par contre, l'État est capable de prendre des dispositions pour faciliter que le monde soit reconstruit. Et c'est là la politique nationale logement est important. Parce que pour le cadre politique nationale logement, justement, sous question logement, là nous connaissons qu'il y a un déficit important de logement. Donc il est important que nous encouragions pour que nous reconstruisons Caillou, que nous reconstruisons Caillou, même si Calpigo, ajoutons chambre peut-être là-dedans, pour que nous augmenter ça nous les parcs locatifs là, de manière à ce que la population soit capable de joindre des chambres facilement et qu'on ait plus des chambres disponibles, plus des cailles disponibles, et bien plus prix loyer baissé. Et donc ça fait partie de la politique nationale logement. Sur le plan financier, tout, nous faisons des recommandations par le gouvernement quant à certaines dispositions que nous sommes capables de mettre en place avec les partenaires du secteur privé et du secteur bancaire pour mettre des crédits qui facilitent la reconstruction. Et proposition ça a fait dans le cadre politique là. Et nous pensons que le gouvernement a penché sous lui de manière à ce que, au cours des prochains mois, capable de mise en œuvre. Mais mise en œuvre ne va pas dépendre uniquement d'une grande institution, son bagage multisectoriel, côté vraiment tout secteur et dans la vie économique pays après le gain pour participer de manière à ce que nous sommes capables d'arriver à combler le déficit de logement. On allait pour travail que celle-ci s'est fait, tandis que nous réhabilitons le quartier, nous faisons retourner la caillou. Vous avez une idée de combien de monde nous arrivons à faire retourner la caillou? Oui, c'est ça me dit. Et pratiquement, nous, à Kounia, nous étions environ 70 000 personnes. Pour me précis, 79 300 personnes vivent toujours en battante dans environ 105 camps. Ce qui fait que... Côté camp ça, oui? Ben, il est réparti un peu à travers les pays et à travers la zone métropolitaine. Pas seulement dans la zone métropolitaine, mais il est réparti. C'est des petits camps d'environ 200, 300 familles qui étaient. Tout camp majeur et nous faisons. Mais il y a une tendance à oublier ces camps. Or, pour nous, c'est des camps qui sont extrêmement importants dans la mesure où les familles qui ne pas réussi à retirer, qui répartissent dans ces camps à travers le pays, mais plutôt à travers la région métropolitaine, c'est les familles les plus vulnérables. Et donc, on a qu'un B mobilisation, c'est vrai que le focus a changé. On a fait calculer rapide pour nous de 1,5 million, on dit 1 500 000. Selon les chiffres. Là, on a 95% de 1,5 1 500 000 personnes déjà entré la caillou. Retenez à peu près 5% pour nous retirer. Ok, maintenant on allait dans le quartier réhabilité. Ça fait partie de travail. Projet C6. Enfin, dans le cadre du projet C6, ça a gagné des quartiers à réhabiliter tout. Mais il faut comprendre, dans UCLBP, gagné et plus. Ça nous les quartiers réhabilités. Bon, non, si nous prenons Monazar est détruit complètement. Si nous prenons des quartiers, Kankou, Villa Rosa, Kankou, Canapé Vert, nous avons des quartiers qui écrasés. Et donc, il s'agit. Non, mais tu comprends son besoin. Excusez-moi si je m'interromps. Ça besoin. Là, nous dit quartier réhabilité. Est-ce que c'est des maisons que nous reconstruisons ou bien des maisons que nous réhabilitons, aménagées? Est-ce que c'est des maisons privées que vous avez? Parce que nous avons parlé de quartiers réhabilités et puis c'est des bâtiments publics qui là. Ce n'est pas des quartiers privés qui là. Expliquez-nous le concept de réhabilitation de quartier. Et quartier écrasé, n'est-ce pas? Et il s'agissait, de ne pas écraser même, mais dans la politique, dans la politique nationale logement, pour nous augmenter et qualité vivre, parce que ce n'est pas quantité de seulement, c'est qualité, les gens vivent vu tout, il faut que nous rebayions accès à Caillou. Donc réhabiliter quartier pour nous, voulait dire, refaire des routes de pénétration, mettez au standard autant que possible, diminuer pantio, mettez adoquin sous yo, bétonner, faire des corridors. Nous avons un peu de corridor fait. Et sinon, à la jalousie, et comme ça, nous avons environ 4 km de corridor que nous faisons en jalousie. Et nous mettons des lampadaires. Dans le cadre du projet C6, nous avons un peu plus que 500 lampadaires que nous mettons dans le quartier. Et les nécessaires, nous organisons de l'eau tout. Et nous-mêmes garder l'aspect économique là. Et à côté de CAI que nous avons préparé, et CAI, pour me répondre, c'est des maisons privées que nous avons préparées. Et nous évaluons, le ministère de la République fait évaluation, nous connaissons des CAI qui a reconstruit, nous connaissons des CAI qui a réparé, et CAI qui a réparé, nous réparons.
Et bon, moun qui a vécu en battant, en général, on essaie d'identifier dans quel quartier au sorti. Et c'est quartier ça que nous réhabilité pour nous et moun ça li t'a vivre et m'a dit canapé vert et bien dans le quartier canapé vert nous garder qui intervention qui mérite faite sur base participative nous décider de action ça yo. M'a prendre pour c'est augmenter l'accès, mettre sécurité, mettre lampadaire pour que la population soit capable de circuler le soir, pour que capable boire côté pour aller, organiser corridors, faire des petits escaliers, bétonner pour que les gens puissent circuler, les petits gens pour l'école, que sous lui pas besoin de salle. Ouais. Et puis c'est faire des espaces tout et qui réservés pour loisir population. Ou après que dans certains quartiers, on organise une série de petites places publiques, bon côté pont et il y a des quartiers même côté nous c'est faire des réserves même. Et puisque il y a des cas qui écrasés ensemble avec la population, on essaie comment nous capables acquérir terrain ça pour nous implanter puis devant et soit une garderie et pour les populations pour descendre dans le travail pour quitter Timonio, soit une école primaire, soit un centre de santé parce que l'État doit porter service dans le quartier ça. Donc réhabilitation, concept réhabilitation, c'est tout ça, c'est pas refaire caille tout simplement. Okay. C'est refaire caille mais garder habitat d'une manière générale. Non mais vous expliquez-le, vous parlez de quartier, c'est ça me besoin qu'on ait justement. Est-ce que l'on dit réhabilitation quartier ou tu as parlé seulement de caille qui fêlée, qui fissurée? Non. Et seulement, ok. Voilà. En avancé, monsieur Adam, qu'on est là, je voulais faire mes chapitres avant sans parler de questions centre-ville là, caille qui a démoli. Nous, processus ça, comment l'a avancé dans la question de dommages et mounio? Bon, d'abord, il faut comprendre que UCLBP lui-même, il prend en charge l'État mettait à disposition de terrain. Ceci dit, nous participons dans le travail là. Et donc, le travail l'a fait suivant Jean la loi Mandel là. Et pour le fait, il fait à travers un comité qui met en place et qui a intégré DGI, qui a intégré ministère de l'économie et finances et qui a intégré les travaux publics et qui est même en charge de processus de dédommagement monde qui tombait dans l'air qui était déclaré d'utilité publique là. Donc d'abord une surface qui est déclarée d'utilité publique, on connaît la surface ça, qui est-ce qu'il a, il averti, il recevoir une lettre. Bon naturellement, on connaît en Haïti, on a toujours dit pas recevoir lettre, mais nous-mêmes nous gagnons dans le dossier nous et me persuadé, presque clair, c'est la première fois que nous faisons avec autant de précautions. Et inviter Mounio, nous prêter local. Combien de monde qui est concerné par le problème ça, par la question ça? Environ un peu, nous avons 400 ou 500 bâtiments et qui ont dans l'espace là. Okay. Et peut-être un peu plus même. Tellement bon chiffre. Oui, ça arrive. Mais je vais plutôt monter son terrain tout que... Non, mais là, avec vous là. Alors, processus la forme de que chaque fois que nous avons un projet, que nous pourrons attaquer, et bien nous-mêmes, nous avançons à la démolition. Alors, par contre, qui est-ce qui a de réponse à la question, ça, véritablement? Si vous n'avez comité d'acquisition. Ok, ça m'avait dit, pour 400 bâtiments, ça, si nous avons un chiffre sur combien l'État prévoit, global, montant global, est-ce qu'on gagne dans tête? Nous réserve environ 40 millions de dollars qui sont là, disponibles pour dédommagement. Oui, parce que c'est ça la loi dit. Ou pas qu'à déclarer d'utilité publique, ils ne sont pas un projet. Nous avons un projet. Nous avons une surface là. Nous faisons survol surface là. Donc nous avons des photos très précises de tout bâtiment. Nous connaissons exactement combien de bâtiments gagnent, nous connaissons qui est taillé. Et donc, nous sommes capables de faire un budget, de nous prévoir sous le prix du marché, prix que paye qu'à un hôtel, nous faisons moyenne, et puis qui ça l'État a décidé tout. Nous connaissons plus ou moins ça nous va le bail. Même si tu as rempli de protestations récemment, pour qui ça d'abord même? Absolument, il y a une protestation, puisque pas jamais, comment vous voulez intervenir dans une ville, ou craser autant de cailles, ou faire un projet aussi important pour tout le monde d'accord. Il va jamais d'accord. Mais il s'agit qu'on fait avec le plus de transparence que possible et je crois que jusqu'à présent nous manifestons d'une certaine transparence. Socialement, il prend le bon coup. Il prend le bon coup et il y a des gros sacrifices. Il faut que la population comprenne que un projet d'intérêt public de construction d'une cité administrative et puis que décider de participer. Si pas décider de participer, il y a toujours des protestations. Mais bon, ok. Jeudi, nous avons parlé de en pile bâtiment qui est tombé, en pile qui est écrasé, et par voie de conséquence, en pile monde mourir tout en Haïti. Absolument. Et ça qui fait moun mourir, gagne une méconnaissance de phénomène, gagne une ignorance de la part de certains monde, et ça gagne explication. Et ça fait plus d'un siècle depuis Haïti était secoué par un tremblement de terre, côté que tu as monde qui était mort. Là, on a parlé de 1842 et autres. Donc, ça fait longtemps. Donc, pas un gros dossier qui était sur ça.
Donc, ce qui fait que on construit n'importe comment, alors qu'à un certain moment de la durée, ennemi haïtien, c'était du feu, construit en béton pour protéger contre cyclone et inondation, mais malgré tout, construction béton mal faite. Et nous-mêmes, au niveau de l'UCLPP, nous décidons de rappeler aux Haïtiens que nous avons une façon pour construire. Et avant, nous parler de conférences qui parlent tenir compte de normes parasismiques structurelles. Pour qui ça nous va faire promotion de construction en hauteur? Promotion, construction en hauteur, il rentre toujours. Alors, ça nous, toute bagaille, ça, nous obligés de faire un paquet de réflexions. Pour parler de construction en hauteur, et ma retourner à la politique nationale logement, côté nous promouvoir ça, parce qu'il est important que nous densifions. Surface côté Port-au-Prince, pas indéfini. Nous avons une limite. Et donc, nous ne sommes pas capables tout le temps à construire, et puis chaque monde son parcelle de terre. Nous avons le cas privé, pas bien place, mais tout le monde. Donc, il est important que nous commencions à penser à construire en hauteur. Donc, même politique nationale. Attention, l'aime dit construction en hauteur là. Maintenant, esprit parasismique là, parce que construction en hauteur là, je dit fait 3, 4, 5 niveaux, 3, 4, 5 étages. N'importe comment pour plus pour mourir ici. Non, mais c'est ça Mabdou. Donc, puisque déjà avec politique nationale logement, nous rendons compte qu'il va falloir que nous densifions, donc que nous mettions plus de monde par mètre carré. Donc il va falloir que nous commencions à construire en hauteur. Donc il va falloir, pour nous commencer à construire en hauteur, et pour ne pas gagner des dégâts aussi importants que ça qui est passé lors de 12 janvier, il faut que nous tenions compte de code de construction qui sortit. Ce qui est l'objet de conférence ça que nous allons faire là. Voilà. En aller. Pas de conférence là, qui est-ce qui va gagner pour intervenir là-dedans? D'abord, on dit que nous pas pour compte, non. Parce que l'important pour dire que son effort, que l'UCLBP prend leadership là, mais pour lequel nous gagnons ministère des Travaux publics avec nous, nous gagnons et faculté des sciences avec nous, donc monde universitaire là, à travers faculté des sciences, nous gagnons même une ambassade qui décide d'accompagner nous par une subvention, qui c'est l'ambassade de Chine et Taïwan qui est avec nous. D'accord? Donc nous avons des partenaires solides, et je ne peux pas oublier CNIH, qui est le Collège national des ingénieurs architectes haïtiens, qui lui-même l'année passée toute une activité et qui a amené ça à mettre ensemble avec nous pour les accompagner nous dans l'initiative. Qui est-ce qui est concerné par ça? Les professionnels de la construction d'une manière générale, les universitaires, tous ceux qui sont intéressés par l'aménagement urbain. Donc c'est pas parce que je me fais un cas là moi-même, alors que je suis ingénieur, pour me penser que je suis concerné par ça, je n'ai pas besoin d'aller. Donc c'est l'ingénieur qui est concerné. C'est pas forcément ingénieur, mais les professionnels de la construction, pas que les ingénieurs. Tu as les architectes, tu as les urbanistes, et tu as tous les gens qui interviennent d'une manière générale. Et même pas forcément, absolument. Parce que il y a un pile ouvrage qui est préparé dans le cadre du projet C6 là, que le ministère des Travaux publics préparé, et pour lesquels nous pensons pas qu'il y a suffisamment de promotion qui fait de manière à ce que nous assurons que véritable monde qui a construit dans le pays ça qui c'est des boss maçons qui c'est des contremaîtres gain formation minimale nécessaire pour que soient capables de construire et de manière on va dire suffisamment sécuritaire. Si on a parlé de politique de logement et ingénieur Adam, et ça qui aujourd'hui là représenté Malais qui pendait sous tête haïtien Genekai qui ou juste regarder le que c'est son cercueil. Ça, nous entendons faire pour eux. Bon, dans le cadre du projet C6, là, nous réparons pas mal. Dans le cadre de jalousie. Non, mais nous réparons pas mal. Dans le cadre de jalousie, si tu permets, un d'elles, nous environ presque réparer 4000 cas. Nous, tout le monde a peinture que nous mettons sous à la fin, mais pas que nous réparons les cas, que nous crépillons et puis que nous peinturons. Donc, et sous tes moyens, nous sommes obligés de démolir certains cas. Mais ouais, les gros politiques. Ce n'est pas facile. Mais on se songer, on a une tentative qui était faite pour que dans certaines zones et sous monde là, bon jalousie a fait plus devant bon monde canapé vert et une tentative pour détruire certains cas qui étaient dans des talvecs qui sont des pentes côté que monde pas doit construire mais où qui ça veut dire socialement les pas suffisamment de travail il y a pile monde qui cherche un bout de terre là qui vient construire on cas que l'état qui
pas intervenu là, tu as fait là, qu'on y a livré plus mal. Alors ça passe et ça prend le temps d'avoir des institutions fortes. Et je pense que l'important dans le cadre de l'émission, ça, pour nous parler de ça, au ministère des Travaux publics qui renforce et qui font paquet d'efforts, donc il y a suffisamment d'ingénieurs qui ont inspecté, qui ont compétences là, et puis mairie qui doit faire travail. Et là, il est important que mairie même capable de jouer rôle ça, accompagné par le ministère des Travaux publics, qui est capable de mettre interdiction, et puis il y a des gens qui travaillent la journée pour la nuit, puisque la population l'a construit, mais elle pas dans nous, ils construisent la nuit. Ouais. Donc ça a demandé que l'État renforce cette tête, que mairie suffisamment fort. Ceci dit, 5 ans après la catastrophe là, si Terre a tremblé encore, capable pas avoir autant de monde qui mourent, mais il y a toujours un pile de monde qui mourent. Même je ne pas avoir trop négatif, mais en même temps, je pense qu'il faut nous la vérité à Jean Lia. On n'a pas résolu tous les problèmes. On a réparé tout ce qui a été fait après le passage du tremblement de terre. Mais on n'a pas résolu le problème. Et moi-même, personnellement, je passé de construction qui a fait et qui n'a pas d'ingénieur sur, qui a des contremaîtres qui travaillent et puis qui n'a pas forcément respecté les règles minimales. Donc, on n'est pas encore de l'autre côté de la barrière, je peux dire. Il y a beaucoup d'efforts à faire et il faudrait que la presse s'y mette. Et je vois que c'est à l'occasion du 12 janvier seulement, enfin, de commémoration du 12 janvier qu'on en parle, mais je pense qu'on devait systématiquement, puisqu'il y a un effort national continu, soutenu à faire pendant des années. Et dans certains pays, et on a invité à cette conférence certains professionnels, moi, on a pensé à faire venir certains professionnels de la Martinique et de la Guadeloupe, qui sont nos voisins et qui vivent les mêmes problèmes que nous. Eh bien, eux, à un certain moment, quand ils se sont rendus compte de la gravité de la situation pour eux, ils ont entrepris de remodeler, par exemple, les constructions scolaires. Même si nous ne pouvons pas le faire dans le cadre privé, mais il faut qu'on arrive à un programme, côté dans toute l'école, privée ou publique, pour évaluer le bâtiment public, c'est qu'il y a un petit monde là-dedans, pour que nous mettions en œuvre un programme de sécurisation du bâtiment. C'est là que nous sommes pas capables. Donc, il faut que nous arrivions à un point ça. Mais pour arriver à un point ça, ça demande des ressources, ça demande un pays qui a des ressources là. Il faut prévoir qu'il y a des décisions qui vont tout. Là, il y a une manifestation d'air rapide pour chauffer le béton d'air. Absolument. Mais bon, là, c'est un service et il faut attendre à ce que, bon, il y ait ça là dans tout. On allait pour conférence pour nous finir. Et qui côté la fête? On a fait le Montana, et vendredi semaine ça. Et nous avons avec nous, naturellement, le CNIH à travers l'architecte Émile Brun. Nous avons gagné M. Prepti, qui est incontournable. Oui. Nous avons gagné avec nous Patricia Balandier, qui est un architecte de la Martinique, mais qui était justement fait formation pour moi-même à l'époque, tout de suite après le tremblement de terre là, et qui est d'une extrême compétence. Nous avons gagné aussi des professionnels haïtiens, et Kankou Berthomieux, et Kankou Auplan, qui viennent travailler avec nous. Et puis, nous avons d'autres professionnels étrangers. Quelles conditions pour participer à la conférence? Oh non, il faut s'inscrire, tout simplement. Naturellement, les places sont limitées. Et à l'UCLBP. Pas bon téléphone, pas une adresse électronique? Non, on n'a pas encore arrivé dans ce stade ça, mais je pense que l'UCLBP est à Pétionville, au 32 de la rue Faubert. Il serait important de passer pour remplir une fiche de participation, puisque les places sont limitées. Et on a prévu seulement 150 participants. Et nous pagons salle infinie Montana. Donc les premiers arrivés seront les premiers servis. L'année passée, on avait eu un succès au point où on a dû mettre des télévisions dehors. Et bon, je demande à tous ceux qui sont intéressés de s'inscrire le plus rapidement de manière à s'assurer qu'ils sont là dans la salle avec nous et à partager. UCLBP, c'est seulement bâtiment, donc je ne vais pas poser des questions sur viaduc là en bas et Bordelma. Il est important parce qu'on a tendance à penser que l'UCLBP est responsable de la reconstruction d'une manière générale. Ben non, il y a plusieurs autres ministères, ministère des Travaux publics. Mais on ne va pas rien sur les comme information parce qu'il y a un auditeur qui dit que les campés travaillent au petit ralenti. Eh bien, Wendell. Non, alors, est-ce qu'on a une information sur lui? Est-ce qu'on est concerné par le travail? Non, absolument pas. Ça répond au ministère des Travaux publics. Mais d'une manière générale, je peux dire que les travaux, d'une manière générale, effectivement, accusent un ralentissement dû à la situation politique que nous vivons actuellement. Même, tu souhaité vraiment que toute partie a privé joindre nos solutions, à mettre le pays à devant, de manière. Parce que les gros impact sur toute bagaille. La situation politique là. La situation politique là, c'est ça lié à nous-mêmes, non pas
pas habilité à parler de lui, nous avons une opinion, nous avons et très certainement que tout acteur a gardé la même direction de manière à ce que le pays a lui-même et pas tomber là en dessous. Ouais, pays avant. CNE travaille avec nous? Non, CNE, c'est une direction du ministère de la République. Et nous avons parlé de ça on dit moi pas actif, même j'ai encore. Absolument, CNE travaille. Sauf que il a éclaté le Kounia en plusieurs petites cellules régionales. Et puis, naturellement, il moins devant la scène quand il était sous le gouvernement précédent. Il est complètement intégré dans le ministère de la République. Et donc, CNE ne peut pas apparaître en tant que CNE lui-même. Mais CNE continue à bailler service toujours. Absolument. Ah ben, il faut nous finir. Et évidemment, avec un pile remerciement, côté accepté méthode disponible pour nous pour parler. Mais j'espère que les Haïtiens qui concernent ont fait des passements. Et nous espérons que les Haïtiens qui suivent nous là, tout, un peu conscientisés sur dégâts que ça représentait, sous menaces ça représentait, leur construit, n'importe qui gens, n'importe comment. On a continué à parler de ça pendant toute semaine jusqu'au 12 janvier, même après le 12 janvier, sous nécessité pour nous connaître qu'il y a des codes qui existaient. Et puis, là, dans le cas là, supposé, on caille vraiment, même pas on cercueil. Sûr. On caille plus ou moins sûr. Voilà. Merci infiniment. Et ingénieur Adam, il y a un auditeur qui dit que c'est pour me ouvrir le micro, pour te permettre de poser quelques questions. On a fait ça en l'autre là. Peut-être après le 12 janvier. Absolument. Merci encore une fois. Et avant de partir, on revient au auditeur qui a demandé pour ça nous parler de ça. C'est parce que c'est l'actualité, c'est l'information, cette attaque perpétrée aujourd'hui en France, sous local ou hebdomadaire satirique, les Charlie Hebdo. C'est des hommes lourdement armés qui attaquaient. Il y a un pile journaliste qui est mort là-dedans, au moins 12 monde, des policiers touchés. Il y a environ 4 personnes qui est blessé également par balle. Dans le moment que je parlais avec Ola, alors c'est ça que le monde connaît. La police est mobilisée, il y a plus de 3000 policiers qui sont déployés à Paris pour traquer terroristes. 3000 qui sont déployés dans le moment que je parlais là comme réponse pour être capable de traquer terroristes qui fait ça aujourd'hui en France. Merci, madame, monsieur, d'avoir choisi de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Je rappelle que vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et l'on a parlé de la conférence internationale sur la conception parasismique des structures, une initiative de l'UCLBP. Et on a parlé également des chantiers qui sont en cours depuis le 12 janvier 2010. 5 ans après, certaines constructions sont à 90% en phase d'achèvement. Et donc, notre invité, c'était l'ingénieur Harry Adam. Merci à vous tous, madame, monsieur, d'avoir choisi de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.